Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. John Carter était un homme dont la réputation ne laissait personne indifférent. Agent du FBI depuis plus de 20 ans, il avait bâti sa carrière sur des principes solides, intégrité, rigueur et un dévouement sans faille à la justice. Ses collègues le respectaient, non seulement pour son professionnalisme, mais aussi pour sa capacité à rester humain dans un métier parfois brutal. Dans sa famille, John était un pilier, un exemple à suivre. Mais plus encore, il portait en lui une fierté immense pour son fils unique, Michael. Michael Carter, âgé de 22 ans, venait tout juste de franchir une étape importante, l'obtention de son diplôme en informatique dans une université réputée de la région. Intelligent et curieux, Michael était bien plus qu'un étudiant brillant. Ambitieux, il nourrissait un rêve qui lui tenait à cœur, fonder une start-up technologique capable de créer des opportunités pour les jeunes issus des quartiers défavorisés, des jeunes souvent laissés pour compte par la société. Pour John, Michael représentait cette lumière dans l'obscurité, la preuve vivante que, malgré les racines difficiles, on pouvait s'élever, changer le cours de sa vie. Ce soir-là, alors que la ville semblait baignée dans une quiétude presque trompeuse, Michael rentrait chez lui après une soirée passée avec ses amis d'enfance. La lumière des lampadaires dessinait des ombres dans les rues calmes, et le souffle frais de la nuit semblait promettre un retour paisible. Mais à quelques pâtés de maison, la tension était palpable. Une épicerie du quartier venait d'être victime d'un vol à main armée. La police locale avait immédiatement reçu l'alerte, et la pression monta rapidement chez les agents dépêchés sur place. Parmi eux, Todd Simmons et Ryan Blake, deux policiers connus pour leur tempérament colérique et leurs préjugés bien ancrés, s'apprêtaient à intervenir. Leurs collègues les redoutaient, non seulement à cause de leur brutalité, mais aussi à cause de leur façon de considérer les habitants du quartier, souvent avec méfiance, parfois avec hostilité. Cette nuit-là, leur nervosité, mêlée à une volonté de montrer leur efficacité, allait déclencher une chaîne d'événements tragiques. À quelques rues de la scène, Michael marchait tranquillement, absorbé par ses pensées. Il ne se doutait pas que, dans cette même ville, il allait devenir la cible d'un malentendu fatal. En croisant le chemin des agents, il fut immédiatement pris pour un suspect. Sa silhouette, sa démarche, et surtout la couleur de sa peau suffirent à déclencher la suspicion des policiers. Malgré ses protestations calmes, son ton respectueux et sa volonté de coopérer, Todd Simmons et Ryan Blake virent en lui une menace. Leur peur grandit, alimentée par des stéréotypes et un racisme latent qu'ils ne cherchaient même pas à dissimuler. La situation dégénéra en quelques secondes. Un échange tendu, une montée d'adrénaline, un geste brusque, puis un coup de feu retentit dans le silence de la nuit. Michael s'écroula sur le trottoir, le sang s'écoulant lentement, emportant avec lui ses rêves, ses espoirs, sa vie. Les policiers, paniqués et débordés, appelèrent des renforts. Dans leur précipitation, ils tentèrent maladroitement de masquer la violence de leur intervention, ajustant leur récit, contrôlant la scène. Mais la vérité, elle, se refusait à disparaître. Quelques heures plus tard, au commissariat, John Carter reçut cet appel qui allait à jamais bouleverser son existence. Chaque mot semblait irréel, comme si une barrière invisible l'empêchait de comprendre. Son fils venait d'être tué lors d'une opération policière. Les détails lui échappaient, le monde basculait. Comment pouvait-il accepter que Michael, ce jeune homme paisible, intelligent et plein de vie, ait été broyé par un système censé protéger? Cette nuit-là, le sol sembla se dérober sous ses pieds. Une douleur sourde, insupportable, envahit son être, accompagnée d'une colère immense, glaciale. Mais au milieu de cette tempête d'émotions, une flamme s'alluma en lui. Une détermination farouche, une promesse silencieuse, il découvrirait la vérité. Peu importe les obstacles, les mensonges, les silences. Pour Michael, pour la justice, John Carter ne reculerait pas. Le téléphone vibra soudain dans la main de John Carter, interrompant le silence feutré de son bureau. Il était tard, mais le travail l'accaparait encore, plongé dans un dossier sensible. Sans se douter de ce qui allait suivre, il décrocha d'un geste machinal. La voix à l'autre bout du fil était lourde, tremblante d'une gravité impossible à ignorer. « Monsieur Carter, je suis désolé de vous informer que votre fils,
Michael, est décédé ce soir lors d'une intervention policière. Le monde sembla vaciller autour de lui. Ces mots, aussi froids qu'une lame, déchirèrent son cœur. Une douleur aiguë l'envahit, comme une tempête glaciale qui balayait tout sur son passage. Son souffle se bloqua, sa tête devint lourde, et son corps refusa un instant d'obéir. Il resta figé, incapable d'enchaîner, incapable de répondre. Puis, lentement, mécaniquement, il raccrocha. Les battements frénétiques de son cœur résonnaient dans ses oreilles comme un tambour de guerre. Il se leva avec peine, les jambes flageolantes, sentant que chaque pas devenait un effort monumental. Son regard se brouillait, les images se superposaient dans son esprit, le rire de Michael, ses projets, sa vie qui venait de s'éteindre. Sans un mot, il quitta précipitamment le bâtiment, marchant d'un pas maladroit vers l'hôpital où la vérité l'attendait. À son arrivée, il trouva Lisa, la mère de Michael, effondrée en larmes, soutenue par des proches et des amis. Leur douleur commune formait une chape pesante qui écrasait tout autour d'eux. John sentit cette souffrance comme une encre, une réalité brutale et insoutenable. Mais alors même que le deuil commençait à s'installer, les premiers échos officiels arrivèrent. Dans les médias locaux, les rapports policiers circulaient déjà, dépeignant l'intervention comme « conforme aux procédures » face à un « suspect armé » qui aurait résisté. Michael, lui, n'était plus qu'un nom froid, une statistique parmi d'autres victimes. John lisait ces lignes avec un mélange d'incrédulité et d'indignation. Il savait que cela ne pouvait être la vérité. Sa confiance en la justice restait intacte, mais il connaissait aussi les rouages cachés du système, les complicités silencieuses. Il savait que trop souvent, les policiers protégeaient leurs collègues, même au prix du mensonge et de la dissimulation. Dans les jours et les semaines qui suivirent, ce fut un combat acharné entre le silence pesant des autorités et la quête obstinée de la vérité. John rassembla chaque témoignage possible, interrogeant des voisins, des passants, des amis de Michael. Il traqua des vidéos amateurs, filmées par des témoins présents au moment des faits, cherchant à reconstruire ce qui s'était réellement passé. Peu à peu, un tableau inquiétant se dessinait. Michael n'était pas ce « suspect armé » décrit dans les rapports officiels. Il était un jeune homme calme, pacifique, abattu sans raison valable. Cette réalité contestait tout ce qu'on voulait lui faire croire. Mais à chaque demande d'enquête indépendante, John se heurta à des murs de méfiance, des silences lourds et oppressants. Certains agents lui firent comprendre, sans équivoque, que son fils n'était qu'un « problème » qu'il valait mieux oublier. Pourtant, John Carter, cet homme dont la vie entière avait été consacrée à la défense de la justice, refusa d'accepter que la mémoire de Michael sombre dans l'oubli ou l'injustice. Il prit alors une décision qui allait changer le cours de cette tragédie. Il sortit de l'ombre. Contactant ses collègues au FBI, mobilisant ses contacts dans la presse, il lança un appel silencieux mais puissant. La vérité devait éclater, coûte que coûte, pour son fils et pour tous ceux qui subissaient l'injustice. La salle d'audience était tendue, presque oppressante. John Carter, malgré son expérience du système judiciaire, ressentait un poids nouveau sur ses épaules. Il ne défendait pas seulement un dossier, mais la mémoire de son fils, et plus largement, la justice face à un racisme systémique. Dès les premières audiences, il apparut évident que la police locale et les procureurs voulaient étouffer l'affaire. Les avocats de la défense, habiles et bien rodés, invoquaient la « légitime défense » et insistaient sur l'état de « menace » perçu par les agents. Todd Simmons et Ryan Blake, les policiers impliqués, gardaient un silence prudent, conseillés par leurs représentants. Mais John ne se laissa pas intimider. Grâce à ses contacts au FBI, il obtint l'aide d'un avocat spécialisé en droit civique, Sarah Mitchell, connue pour ses combats contre les violences policières. Ensemble, ils mirent au jour des incohérences dans les rapports officiels, des délais inexpliqués, des témoignages contradictoires, des preuves ignorées. Parallèlement, une vidéo amateur circula, montrant Michael marchant calmement avant que la situation ne dégénère. Cette preuve brisa peu à peu le mur du silence et fit vaciller la version officielle. Cependant, le chemin fut semé d'embûches. John reçut des menaces anonymes, son téléphone fut surveillé, et certains témoins hésitaient à parler, craignant des représailles. Le système semblait résister farouchement à toute forme de contestation.
Mais John était animé par une colère froide et une volonté inébranlable. Chaque jour, il témoignait, argumentait, pressait les autorités. Il ne voulait pas que la mort de Michael soit une simple statistique. Il voulait que justice soit rendue, que le racisme et la brutalité soient dénoncés publiquement. À mesure que le procès avançait, les médias commencèrent à s'intéresser à l'affaire. Le visage de Michael Carter devint un symbole, un cri silencieux pour des milliers de familles confrontées au même drame. La nouvelle de la mort de Michael Carter et de la bataille engagée par son père John se répandit rapidement dans toute la ville, puis au-delà. Ce qui avait commencé comme une tragédie familiale devint bientôt un cri collectif contre les violences policières et le racisme systémique. Dans les rues, des groupes de citoyens commencèrent à se rassembler spontanément. Des manifestants brandissaient des pancartes portant le nom de Michael, ainsi que des slogans comme « Justice pour Michael » et « Stop à la brutalité policière ». Les réseaux sociaux amplifièrent la mobilisation, rassemblant une foule de plus en plus large, diverse, déterminée à ne pas laisser cette injustice passer inaperçue. Parmi ces manifestants, il y avait aussi des proches de Michael, ses amis d'enfance, ses professeurs, mais aussi des inconnus touchés par cette histoire qui résonnait avec tant d'autres vécus à travers le pays. Des leaders communautaires prirent la parole lors de rassemblements, dénonçant les discriminations et appelant à une réforme profonde des forces de l'ordre. John, bien que profondément marqué par la douleur, trouva dans ce mouvement une source inattendue de force. Il participait aux marches, prenait la parole lors de vigiles commémoratives, rencontrait les familles d'autres victimes. Cette solidarité inattendue donna un sens nouveau à son combat. Au-delà de la justice pour Michael, il s'agissait désormais d'un combat pour toute une communauté. Cependant, cette montée en puissance attira aussi l'attention des autorités locales, souvent sur la défensive. Certains politiciens tentèrent de minimiser l'affaire, de la présenter comme isolée ou exagérée. La police, de son côté, intensifia les contrôles dans certains quartiers, exacerbant les tensions. Mais la colère citoyenne ne faiblit pas. Au contraire, elle s'organisa, prenant la forme de comités de vigilance, d'ateliers de sensibilisation et de campagnes médiatiques. Le nom de Michael Carter devint un symbole, une voix pour celles et ceux qui, trop longtemps, avaient été réduits au silence. Dans ce tumulte, John sentit que la mémoire de son fils ne serait pas oubliée. Chaque pas dans la rue, chaque cri de justice résonnait comme un hommage vivant, une promesse que ce drame ne serait pas vain. À mesure que le procès avançait, les investigations menées par John Carter, son avocate Sarah Mitchell, et une équipe de journalistes indépendants commencèrent à révéler une réalité bien plus sombre que ce que la police voulait admettre. Les vidéos amateurs, recoupées avec les témoignages de plusieurs passants, montrèrent clairement que Michael ne présentait aucune menace. Il marchait calmement, les mains visibles, sans armes. Pourtant, Todd Simmons et Ryan Blake avaient ouvert le feu sans avertissement. Pire encore, des documents internes, obtenus grâce à des contacts au sein du FBI, révélèrent que Simmons et Blake avaient un passé chargé, plusieurs plaintes pour abus de pouvoir, des comportements discriminatoires à l'encontre de citoyens noirs, et un historique de violence non sanctionnée. Les mensonges s'effondrèrent un à un. La tentative initiale d'étouffer l'affaire fut exposée au grand jour, retard dans la transmission des preuves, falsification des rapports, pression exercée sur des témoins pour qu'ils se rétractent. La presse nationale s'empara de l'affaire. Des émissions d'information, des débats publics, et même des documentaires commencèrent à mettre en lumière ce drame et ses implications. Ce fut un véritable électrochoc pour la société. Le visage de Michael, un jeune homme brillant arraché à la vie par des forces censées protéger, devint un symbole universel des dérives policières. Pour John, cette vérité dévoilée fut une victoire amère. Il savait que rien ne ramènerait Michael, mais la reconnaissance des faits ouvrait une porte vers la justice. Les policiers incriminés furent suspendus en attendant les suites judiciaires, et une enquête fédérale fut ouverte pour examiner les pratiques du commissariat. Mais au-delà des sanctions individuelles, ce fut tout un système qui fut questionné. Le racisme, la brutalité, et le silence complice étaient désormais sur la sellette. Le procès tant attendu débuta dans une atmosphère électrique. John Carter, entouré de son avocate Sarah Mitchell et de plusieurs membres de la communauté mobilisée, affrontait désormais non seulement les policiers responsables, mais aussi un système judiciaire qui, jusque-là,
avait semblé résister à toute forme de remise en question. Les audiences furent marquées par des témoignages poignants. Des voisins, des amis, des experts en usage de la force vinrent décrire, analyser, démontrer l'injustice flagrante du geste des policiers. Les avocats de la défense, malgré leur tentative d'innocenter Simmons et Blake par des arguments sur la peur ressentie par les agents, durent faire face à des preuves accablantes. John, bien que toujours submergé par la douleur, fit preuve d'une force étonnante. Il prit la parole devant la cour pour dénoncer non seulement la mort de son fils, mais aussi le racisme systémique qui gangrène certaines forces de l'ordre. Dans la salle, la tension était palpable. Les médias couvraient chaque moment, et la pression populaire ne cessait de croître. De nombreuses manifestations de soutien se déroulaient à l'extérieur, rappelant que cette affaire dépassait largement un simple fait divers. Le combat fut long et éprouvant. Les avocats de la défense tentèrent de jouer la montre, usant de procédures dilatoires. Mais la vérité, exposée sans phare, ébranla les fondations du tribunal. Finalement, après plusieurs semaines d'audience, le verdict tomba. Simmons et Blake furent reconnus coupables d'homicide involontaire et condamnés à des peines de prison significatives. Cette décision fut perçue comme une victoire majeure, une rare reconnaissance de la justice face aux violences policières. Pour John et la communauté, c'était un premier pas vers la réparation. Mais au-delà des condamnations, le combat pour une réforme durable de la police, pour la reconnaissance des discriminations et pour la protection des droits civiques venait à peine de commencer. Le verdict était tombé. Pour la première fois, la justice avait reconnu la faute grave de 2 policiers et condamné leur violence meurtrière. Pourtant, pour John Carter, cette victoire avait un goût amer. Rien ne ramènerait Michael, son fils unique, ni ne comblerait ce vide insondable. La famille Carter essaya de reconstruire son quotidien, avec la lourde tâche de transformer leur douleur en un engagement pour le changement. John, désormais devenu une figure emblématique de la lutte contre les violences policières, continua son combat en plaidant pour des réformes concrètes au sein des forces de l'ordre. Les manifestations se poursuivaient, mais peu à peu, elles prirent un nouveau visage, moins violent, plus organisé. Des comités de vigilance, des groupes de dialogue entre police et citoyens, des programmes éducatifs virent le jour. La mémoire de Michael devint un moteur pour un mouvement national. Dans la ville, plusieurs réformes furent adoptées, formation obligatoire contre les préjugés raciaux, installation de caméras piétons, renforcement des contrôles indépendants sur les forces de police. Mais le chemin restait long. Les blessures, visibles ou invisibles, mettraient des années à cicatriser. John savait que la lutte contre le racisme systémique ne pouvait pas s'arrêter à un seul procès. Il s'engagea à transmettre cette histoire aux générations futures, à ce que la mémoire de Michael soit une lumière dans l'obscurité. Car, dans ce combat, il n'était plus seul. Des années plus tard, la ville portait encore les traces de ce combat. Une plaque avait été posée près du lieu où Michael avait été tué, un hommage silencieux mais puissant à sa mémoire. Chaque année, des milliers de personnes se rassemblaient pour célébrer sa vie et rappeler l'importance de continuer à lutter contre l'injustice. John Carter, désormais à la retraite, parcourait les écoles et les communautés, partageant l'histoire de son fils, espérant éveiller les consciences et inspirer un avenir plus juste. Il savait que la route serait longue, que les combats étaient parfois âpres, mais il croyait en la force de la vérité et de la solidarité. Michael, dans la mémoire collective, n'était plus seulement une victime. Il était devenu un symbole d'espoir, une flamme qui guidait ceux qui refusaient de rester silencieux face à la haine et à l'injustice. Et même si le passé restait douloureux, c'était cette lumière née de la tragédie qui continuait à illuminer le chemin vers un monde meilleur.